Gustav Kirchhoff fut un physicien allemand né en 1824 et décédé en 1887. Pendant ses années d'études de doctorat en 1845, il prêta attention aux travaux de Ohm et établit les deux lois de fonctionnement des circuits électriques, à savoir la loi des nœuds et la loi des mailles. Ça pose quand même le niveau du gars. Pendant le reste de sa carrière, il n'a pas chômé puisqu'il s'est intéressé à plusieurs domaines et a notamment fondé la spectroscopie et a imaginé le principe du corps noir. Il a aussi travaillé en mécanique et en thermochimie. Donc sans Kirchhoff, on en serait encore à l'âge de pierre dans certains domaines. Bon, trêve de blabla, générique. Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons présenter la loi des nœuds et la loi des mailles, à savoir les deux lois de Kirchhoff. Nous terminerons ensuite par un exemple d'application et deux exercices. Comme je disais dans l'introduction générale à ce cours dans la première vidéo, les premières lois d'étude des circuits électriques seront toutes montrées et démontrées en tension continue et sur des résistances. Nous nous intéresserons ensuite au régime variable et à une extension de ces lois. Un petit mot avant de commencer sur le fléchage des tensions et des courants. Avant toute étude d'un circuit, il faut absolument flécher les tensions et les courants. Par exemple, sur le circuit affiché à l'écran, nous avons un générateur de tension continue UE et un ensemble de résistances. La tension et le courant sur le générateur vont être fléchés en convention générateur et en convention récepteur sur la résistance. Ainsi, le générateur va délivrer un courant I1 qui sort par la pointe de la flèche de la tension. Ensuite, ce courant traversant la résistance R1 va se répartir dans le circuit et continuer son chemin à travers les résistances R2, R3, R4 puis R5. Et toutes ces branches vont se regrouper pour revenir au générateur. Le fléchage des tensions sur la résistance est en convention récepteur, donc le courant va rentrer par la pointe de la flèche des tensions. On notera que la tension aux bornes de R3 et R4 est la même, ces deux composants étant en parallèle. Il n'y a pas de raison de noter une tension U4 juste pour faire ensuite U3 égale U4. On n'utilise qu'une seule notation U3 pour les deux résistances. Dans ce circuit, si le générateur délivre une tension UE, et avec le fléchage qu'on a bien réalisé, toutes les valeurs vont être positives. Il n'y a aucune raison qu'une des valeurs soit négative. Abordons maintenant la loi des nœuds. La loi des nœuds régit le comportement des courants sur les nœuds. C'est une loi de conservation, tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Il n'y a pas de perte d'électrons dans un nœud. La somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortants. Sur le premier exemple affiché, vous avez un nœud et 4 branches. Dans le nœud, il rentre le courant I1 et il sort les courants I2, I3 et I4. Donc I1 égale I2 plus I3 plus I4, tout simplement. Deuxième exemple, il rentre le courant I1 plus I2 plus I3 plus I4 et il ne sort rien du tout, donc égale 0. Dans ce cas présent de dessin, il y aura au moins un des courants qui aura une valeur négative. Alors ce n'est pas très grave, c'est tout à fait possible qu'il y ait un courant qui soit négatif de par le reste du circuit ou de par un fléchage particulier. Abordons maintenant le principe de la loi des mailles. La loi des mailles régit le comportement des tensions sur des branches. La loi est très simple, la somme des tensions sur une maille est nulle. Attention, il faut bien veiller à regarder le sens des flèches de tension qui vont nous donner le signe dans l'équation. Je vous explique sur un petit exemple. Nous avons un générateur de tension continue UE et deux résistances en série R1 et R2. Ce générateur délivre un courant I et les tensions sur les résistances sont fléchées en convention récepteur. Pour appliquer la loi des mailles, il faut lire la maille dans un sens. Par exemple, j'ai mis des points pour se repérer. Nous allons lire la maille à partir du point A, puis B, puis C, puis D. Et nous allons ainsi écrire les tensions dans le bon sens. Si une tension est lue dans le sens de la flèche, elle va être écrite positive. Par exemple, ici, plus UE. Ensuite, nous arrivons sur la résistance R1 et nous lisons la tension dans le sens inverse de la flèche. Donc elle va être comptée comme négative dans l'écriture. On va donc avoir UE moins U1. Même remarque pour U2, donc moins U2. Une fois qu'on est arrivé au point D, on se rend compte qu'on revient avec un fil au point A et c'est le même point en définitive. La différence de potentiel sur les fils étant nulle, on n'a pas de tension ici. Donc E moins U1 moins U2 égale 0. Voilà ce que c'est que la loi des mailles. Alors on peut réécrire cette équation dans un autre sens. Par exemple, si on nous demande l'expression de la tension aux bornes de R2 en fonction de la tension UE et du courant grand I. Ainsi, on peut écrire que U2 égale UE moins U1. Si on remplace U1 par son expression en fonction de la loi d'Ohm, c'est-à-dire U1 égale R1 fois I, on va pouvoir répondre à la question et écrire que U2 égale UE moins R1I. Exemple plus complet sur le circuit que j'ai présenté au début de cette vidéo.
J'ai repris les fléchages dans les bonnes conventions. On va pouvoir écrire 4 lois des mailles. Sur la maille d'entrée UE, R1, R2, c'est un petit peu comme dans l'exemple que je viens de donner. Nous allons avoir UE moins U1 moins U2 égale 0. On peut parcourir une des mailles qui est à droite entre R2, R3 et R5. Dans ce cas-là, on va lire plus UE moins U3 moins U5 égale 0, puisqu'on est revenu au point de départ. On peut aussi faire une maille qui passe par UE, R1, R3 et R5. Dans ce cas-là, on va avoir plus UE, moins U1, moins U3, moins U5, on revient au point de départ, égale 0. On ne passe pas par la résistance R2, passer par la résistance R2, ça fait la reboucler. On sortirait du concept de maille. Et puis enfin, on peut faire une maille entre la résistance R3 et R4. Donc c'est la même tension aux bornes de R3 et R4. On va avoir d'un côté, aux bornes de R3, U3 égale R3 I3, de l'autre côté, U3 égale R4 I4. Donc on pourrait écrire tout simplement R3 I3 égale R4 I4. Au niveau des nœuds, eh bien nous allons avoir le nœud A, où on peut écrire que le courant d'entrée I1 égale la somme des courants de sortie, donc I2 plus I3 plus I4. Le nœud B, où nous allons avoir les courants d'entrée I3 plus I4 égale le courant de sortie I5. Et puis le nœud C, où les courants d'entrée ici sont I2 plus I5 et le courant de sortie c'est I1. Et en fait le nœud C, c'est une combinaison du nœud B et du nœud A. Si vous prenez l'équation B et vous la mettez dans A, vous obtenez ce résultat-là, en remplaçant I3 plus I4 par I5. Dans l'étude des circuits électriques, on peut tout à fait se contenter d'utiliser uniquement la loi des nœuds et la loi des mailles, conjointement à la loi d'Ohm ou à d'autres lois sur chaque composant, bien entendu. Ces combinaisons de lois nous permettent de déterminer l'ensemble des tensions, des courants et les autres valeurs sur un circuit électrique. Nous verrons dans les prochains cours et les prochaines vidéos d'autres lois dérivées des lois de Kirchhoff ou d'autres théorèmes qui ont été établis par d'autres scientifiques afin de simplifier et d'accélérer l'étude des circuits. Mais formellement, on pourrait uniquement se contenter des lois de Kirchhoff et des lois sur chaque composant. Je vous propose maintenant 2 exercices, un exercice d'application sur le modèle d'une source réelle de tension continue et un exercice plus complet de calcul de tension et de courant. Nous pouvons modéliser une source réelle de tension continue par l'association d'une source parfaite de tension continue et d'une petite résistance série petit r. Je vous rappelle qu'une source parfaite de tension continue délivre une tension qui est indépendante de la valeur du courant. Donc quel que soit le courant délivré, on aura toujours la même tension UE. L'association d'une petite résistance R va modéliser les défauts internes de la source. Par exemple, pour une batterie ou une pile, on va avoir les connexions internes, telles que les soudures, les câbles, etc. et les défauts de la batterie chimique, qui vont être modélisés par une petite résistance. Un bon générateur de tension a une résistance interne faible. Un générateur de tension parfait, la résistance petit r est nulle, elle est remplacée par un fil. Sur le schéma proposé, le générateur de tension réel est connecté à une résistance de sortie qu'on appelle résistance de charge, c'est-à-dire une résistance qui va servir à faire des calculs et à simuler la présence de composants en sortie. Dans un premier temps, je vous propose de déterminer l'expression de la tension grand U en fonction de UE, petit r et grand I. Comme d'habitude, je vous laisse 5 secondes pour mettre la vidéo en pause afin que vous puissiez réfléchir aussi longtemps que vous voulez aux questions. À vos papiers et stylos. On commence bien entendu par flécher correctement la tension UR aux bornes de petit r en convention récepteur et on peut appliquer la loi des mailles. UE moins UR moins U égale 0. Donc on obtient U égale UE moins UR. On peut utiliser la loi d'Ohm sur UR, donc égale petit r I, et on remplace cette expression dans celle de grand U. On obtient grand U égale UE moins petit r I tout simplement. Deuxième question, déterminer U et I à vide et en court-circuit. Quelques indications. Un circuit à vide, c'est lorsqu'on a enlevé le composant de sortie. Donc ici, la résistance de charge en sortie a été supprimée, donc on a les connexions qui sont ouvertes. Le court-circuit correspond au remplacement de la sortie par un fil. Un fil électrique, je vous rappelle qu'il a une résistance nulle. Circuit à vide, donc j'ai dessiné le circuit en enlevant la résistance de sortie. On va noter ces tensions U0 et I0. À vide, sortie débranchée, le courant ne peut pas circuler, donc forcément I0 égale 0 A. Si on remplace I dans l'expression de grand U qui reste toujours valable, on va avoir U0 égale grand UE moins RI, U0 égale UE.
On peut le savoir uniquement en lisant le schéma. La chute de potentiel aux bornes de UR étant nulle, on a directement par lecture du schéma U0 égale UE, bien entendu. Deuxième partie de la question, en court-circuit, la sortie est remplacée par un fil, la résistance du fil est nulle, la chute de potentiel aux bornes de ce fil, notée UCC, CC pour court-circuit, égale à 0. On remplace cette valeur dans l'équation, on trouve que 0 égale UE moins RI, donc on va avoir ICC égale UE sur petit r. C'est directement la loi d'Ohm. Dernière question sur cet exercice, dessinez la caractéristique grand U en fonction de I et en précisant les points à vide et en court-circuit. Vous pouvez recopier la caractéristique qui est préparée sur la gauche et réfléchir dessus. À vide, le courant est nul, donc on va avoir I égale 0 et sur l'axe des ordonnées, on va avoir un point U0 à UE. En court-circuit, la tension de sortie est nulle, donc on va être sur l'axe des abscisses, U égale 0, et on va avoir un point qui correspond à ICC égale UE sur R. Alors, il n'y a pas de valeur numérique ici, j'ai mis un point arbitraire. La caractéristique grand U, c'est une droite avec une pente négative, et on a deux points positionnés. La caractéristique passe par ces deux points. U égale UE moins RI. Avant de passer au deuxième exercice, je vais parler de la source réelle de courant continu. Je vous rappelle qu'une source parfaite de courant continu va nous délivrer un courant indépendant de la tension. On peut modéliser une source réelle ou un générateur réel par une perte de courant dans le générateur. Pareil, les connectiques internes ou les défauts de la source vont engendrer une perte de courant. On modélise ça par une résistance interne de forte valeur mise en parallèle avec le générateur de courant parfait. La perte de courant va engendrer une diminution du courant généré par le générateur réel en fonction de la tension. Plus la tension augmente, plus le courant de sortie grand I va être faible, puisque plus le courant IG va être important. Un bon générateur de courant continu a une résistance interne élevée, et dans le cas parfait, tend vers l'infini, c'est-à-dire un circuit ouvert. Deuxième exercice dans lequel je vous propose de calculer toutes les tensions et tous les courants sur le circuit d'exemple que j'ai présenté précédemment dans cette vidéo. Je vous ai remis le schéma avec les fléchages en convention générateur pour le générateur et en convention récepteur pour la résistance. Première question. Montrez que la détermination du courant I1 permet ensuite de déterminer toutes les autres grandeurs du circuit. Le courant I1, s'il est déterminé, permet d'obtenir directement la valeur de la tension U1 avec la loi d'Ohm, U1 égale R1I1. On obtient ensuite la tension U2 avec la loi des mailles, U2 égale UE moins U1. S'ensuit la détermination du courant I2 avec la loi d'Ohm, U2 sur R2. Et ainsi de suite en alternant la loi d'Ohm et la loi des mailles, déterminer toutes les autres valeurs. On obtient ensuite le courant I5 avec la loi des nœuds, I1 moins I2. Puis U5 égale R5I5 avec la loi d'Ohm, U3 avec la loi des mailles, U2 moins U5. Et pour terminer, le courant I3 égale U3 sur R3 et le courant I4 égale U3 sur R4. Il suffit donc de déterminer le courant I1 pour pouvoir avoir toutes les autres valeurs. Calculer toutes les tensions et tous les courants de ce circuit. On donne grand UE égale 9 volts et toutes les résistances valent 1 kΩ afin de simplifier les applications numériques. L'objectif ici n'est pas de se perdre dans les applications numériques, mais de voir la suite des calculs intéressants pour pouvoir faire cette détermination. Je vous conseille de réfléchir sur ce circuit en faisant une grande résistance équivalente afin de pouvoir déterminer le courant I1. On peut faire un circuit équivalent comme je proposais pour déterminer le courant I1. On voit directement que la résistance R3 et la résistance R4 sont en parallèle, donc on peut faire une résistance équivalente parallèle. Et au fur et à mesure, je simplifie le schéma pour vous montrer l'évolution de la détermination. Une fois qu'on a fait cette résistance parallèle, on voit que la résistance R5 est en série avec cette première équivalence. Donc on peut rajouter R5 dans l'association. Ensuite, on a R2 en parallèle avec ce nouveau bloc de résistance équivalente. Donc là, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses pour dire que c'est l'intégralité du premier bloc en parallèle avec le deuxième, sinon ça n'a aucun sens. On obtient la simplification sur le schéma. Et puis en dernier lieu, on voit que R1 est en série avec cette résistance intermédiaire. Donc la résistance équivalente totale, si je la lis à l'envers pour simplification, c'est R1 plus R2 en parallèle avec R5 plus R3 en parallèle avec R4. Ne surtout pas oublier les parenthèses sur les mises en parallèle, sinon on va avoir un problème. On n'est pas obligé de mettre de parenthèses sur les mises en série, c'est un peu comme la multiplication et l'addition au niveau des priorités d'écriture d'opération. Sur le schéma final, on voit tout de suite que le courant I1 circule en fait dans cette résistance équivalente, et à ces bornes, on a la tension UE. On peut calculer la résistance équivalente.
que je mets en kiloohms, R3 parallèle à R4. Étant donné que toutes les résistances ont la même valeur, on va avoir la résistance divisée par 2, donc 0,5 kiloohms ou 500 ohms, plus R5, donc plus 1 kiloohm, le tout en parallèle avec 1 kiloohm, plus 1 kiloohm au final. Dans cette écriture, on a bien une mise en parallèle avec des valeurs numériques, c'est pas divisé par 1. Donc on ne peut pas supprimer directement le 1, il faut écrire le produit sur la somme. Attention, attention à cette écriture, ne tombez pas dans des pièges qui n'existent pas. Donc on obtient 1,5 multiplié par 1 divisé par 1,5 plus 1, c'est-à-dire 1,5 divisé par 2,5, le tout plus 1 kiloohm. Et on obtient 1,6 kiloohm. Toutes les valeurs sont en kiloohm. Faites pas l'erreur d'ajouter des ohms avec le dernier kiloohm, hein, non. Tout est en kiloohm dans cette équation. Le courant I1 est directement obtenu avec la loi d'Ohm. UE sur R équivalent, donc 9 volts divisé par 1600. On trouve que I1 égale 5,625 mA. J'ai laissé 4 chiffres significatifs parce que le calcul est juste comme ça. On va ensuite suivre l'ordre des opérations données dans la première question. On obtient U1 égale R1I1, donc 5,625 volts. Alors les valeurs que j'ai données rendent les applications numériques très faciles puisqu'il suffit de multiplier par 1000 ou de diviser par 1000. Lors d'un exercice comme ça, il est interdit de se tromper sur les applications numériques. Elles sont exprès prévues pour être hyper simples. Il faut faire l'effort de les calculer correctement et de vérifier ces calculs. Il faut toujours faire l'effort de vérifier ces calculs, de toute façon. U2 égale UE moins U1, donc on obtient 3,375 volts. On peut faire la vérification que l'addition de U1 plus U2 donne bien UE égale 9 volts. I2 par la loi d'Ohm, on obtient 3,375 mA, la valeur du dessus divisée par 1000. I5, c'est I1 moins I2, 2,25 mA. U5, 2,25 volts. U3, ça va être U2 moins U5, donc 1,125 volts. I3 égale I4 parce que c'est la même valeur, hein, on a U3 divisé par 1000 à chaque fois, donc 1,125 mA. On peut vérifier que les lois des nœuds sont bonnes. Par exemple, au premier nœud, I1 égale I2 plus I3 plus I4. On a bien 1,125 plus 1,125 plus 3,375 égale 5,625 mA. Voilà, cette vidéo sur les lois de Kirchhoff est terminée. Nous nous intéresserons dans la prochaine vidéo au théorème de pont diviseur de tension et de courant. Portez-vous bien!